Bonjour à toutes et à tous, je suis Thomas Rouvier, élève en Bac+4 de vente et gestion de projet à l'IDRAC Business School de Lyon et je vais donc vous présenter mon mémoire de recherche de mon année Bac+4. Donc, dans un premier temps, nous allons réaliser le diagnostic de l'entreprise qui m'a accueilli durant 16 semaines de stage. De ce diagnostic, nous choisirons un thème. Ce thème va composer notre littérature, donc avec les différents auteurs et concepts de ce thème. Et enfin, nous choisirons une problématique qui se verra stratégique et qui sera développée lors de notre test professionnel de notre année Bac+5. Donc, dans un premier temps, le diagnostic de l'entreprise avec la présentation de l'entreprise. Donc, j'ai effectué mon stage chez Couleur Moto, qui est une entreprise qui commercialise et répare des motocycles. Elle est basée dans le sud Ardèche et a été créée en 2003. Elle est aujourd'hui dirigée par Julien Maton et Thomas Vézian et elle distribue 5 marques majeures du marché du motocycle qui sont KTM, Kawasaki et Beta pour les motos et Kymco et Polaris pour les quads. Elle possède également une marque pour les accessoires motards qui est Daffy Moto. Donc pour vous donner un peu l'impact de Couleur Moto sur le marché du motocycle, Couleur Moto, c'est 11 personnes qui en 2017 ont réalisé un chiffre d'affaires de plus de 4 millions d'euros pour 518 véhicules vendus. Nous passons maintenant à l'analyse de l'environnement de l'entreprise. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur l'outil Pestel et nous avons étudié les principaux facteurs de son environnement. Donc tout d'abord, nous allons retrouver le facteur légal. En effet, le marché du motocycle est soumis aux différentes lois du gouvernement sur la sécurité routière, lois qui peuvent favoriser ou non le commerce du motocycle. En l'occurrence, la dernière loi des 80 km/h ne favorise pas du tout le commerce du motocycle puisque cela freine le consommateur à acheter des motos. Bien entendu, on va retrouver l'aspect économique. Il n'est pas nouveau. Notre pays traverse actuellement une situation de crise. Notre économie est donc instable et le pouvoir d'achat des consommateurs est en baisse. Un autre aspect qui est l'aspect social influe également sur l'environnement de ce marché. Pourquoi l'aspect social? Bien évidemment, la pratique du motocycle est quelque chose qui est ancré dans les mœurs dans notre société. Cependant, à l'heure d'aujourd'hui, avec une nouvelle question qui est la question écologique, la pratique de ce sport est de plus en plus vue d'un mauvais œil. Même si aujourd'hui on voit l'apparition des motos électriques, mais qui ne connaissent pas le succès escompté. Et enfin, on va retrouver le facteur technologique, donc technologique dû à l'apparition des nouvelles apparitions et émergence des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc celles-ci qui vont totalement modifier les modes de consommation des consommateurs, donc notamment avec l'apparition du cross-canal ou du multicanal. Et cela touche même le marché du motocycle, qui est pourtant un marché très spécifique, qui vend des produits onéreux et assez spécialisés. Maintenant, nous en venons à l'analyse du marché. Donc, le marché du motocycle a été un marché très porteur jusqu'à la crise des subprimes et celui-ci a été très touché par cette crise. On est passé de 240 000 immatriculations en 2007 à 151 000 immatriculations en 2017. Donc on a une grosse perte de puissance de ce marché, même si celui-ci progresse à nouveau depuis l'année 2014. Cependant, on est encore loin des chiffres des années 2005 et 2006. Donc en 2017, comme je le disais, le marché du motocycle représente 151 000 immatriculations pour 7 800 entreprises et 12 900 emplois. Concernant l'intensité du marché, donc bien évidemment nous nous sommes basés sur les 5 forces de porteur, donc qui nous permet de calculer son intensité, le pouvoir de négociation des clients mais aussi des fournisseurs, de voir la menace des nouveaux entrants et des produits de substitution. Donc on peut voir à partir du graphique qu'il y a une forte intensité sur ce marché, une forte intensité de la concurrence, puisqu'il est vrai qu'il existe beaucoup de constructeurs sur ce marché. Il est donc très aisé pour un client de passer à la concurrence, donc ce qui lui donne
par conséquent un fort pouvoir de négociation également. On va également retrouver un fort pouvoir de négociation chez les fournisseurs car forcément ce sont des gros groupes et ce sont eux qui imposent les marges, les objectifs, c'est clairement eux qui font leur loi. Cependant, c'est également les constructeurs qui décident de l'entrée de nouveaux concessionnaires sur le territoire. Et à l'heure d'aujourd'hui, le territoire est assez couvert, donc la menace des nouveaux entrants est quasiment nulle. Il en est de même pour la menace des produits de substitution, puisqu'on a, comme je le disais précédemment, la moto électrique n'a pas du tout reçu le succès escompté et fait un couac, si je puis dire. Et à l'heure d'aujourd'hui, je ne considère pas que le vélo assistance électrique, le VAE, puisse être considéré comme un produit de substitution. Donc, comme je le disais précédemment, le marché du motocycle possède de nombreux constructeurs. Donc, on peut voir sur ce mapping qui possède deux axes, donc en fonction de la qualité des produits et des tarifs, qu'il y a de nombreux constructeurs. J'ai mis les principales ventes sur le marché français et on peut voir que les marques entourées sur ce graphique sont les marques distribuées par couleur moto. Donc on peut retrouver Kymco, Beta, Kawasaki, KTM et Polaris. Donc on voit que Kymco lui est basé donc en bas de gamme, Beta et Kawasaki en milieu de gamme et KTM et Polaris en haut de gamme. Ce qui nous amène donc à la stratégie de l'entreprise. Donc on a pu voir précédemment que la stratégie prix, bien entendu, c'était de proposer du bas de gamme, du moyen de gamme, mais également du haut de gamme pour répondre aux besoins du plus grand nombre. Cependant, la politique de l'entreprise, c'est toujours de proposer des produits de qualité, même pour les produits entrée de gamme. Le but est de véhiculer une image de marque afin de satisfaire et vraiment de fidéliser sa clientèle. Donc au niveau de la distribution, on est sur quelque chose d'assez traditionnel avec une distribution directe en face à face, même si aujourd'hui on peut se rendre compte que avec l'apparition des nouvelles technologies de l'information et de la communication, cette distribution évolue également. À titre d'exemple, sur 32 véhicules vendus lors de mon stage, j'en ai vendu plus de la moitié par téléphone, ce qui montre qu'il y a une réelle mutation sur ces modes de consommation. Et au niveau de la communication, bien entendu, Couleur Moto a compris l'importance de communiquer sur Internet et sur les réseaux sociaux, donc elle est très présente dessus, notamment avec Facebook et Instagram pour montrer qu'elle existe, montrer sa notoriété et développer son réseau. Cependant, elle ne néglige pas pour autant les événements traditionnels avec les foires agricoles pour toucher par exemple les agriculteurs, les courses de moto qui permettent grâce à du sponsoring de montrer que l'entreprise existe et donc de toucher un public ciblé, mais elle participe également à des salons nationaux comme le salon de la moto Eurexpo à Lyon. Donc ce diagnostic nous amène au choix du thème. Donc on a pas pu voir à travers ce diagnostic que les modes de consommation aujourd'hui évoluaient, même pour des produits très spécifiques, et que cela était dû à l'apparition des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc ça nous amène au thème suivant, les enjeux de l'évolution des modes de consommation causés par l'émergence des NTIC pour les PME françaises. Donc ce thème va composer notre revue de littérature, donc qui va être composé en 3 parties, avec une première partie qui va parler des modes de consommation, où nous allons définir les modes de consommation, mais également les mettre en relation avec la pyramide des besoins, la pyramide de Maslow, qui permet de catégoriser les différents besoins primaires, sécurité, physiologique, etc. On a également vu l'histoire de la consommation depuis 1945, avec les différentes phases, donc l'après-guerre, la période des 30 glorieuses, mais aussi les différents chocs pétroliers des années 70 et 80, pour ensuite arriver bien entendu à la crise des subprimes de 2008 qui bouleverse encore notre économie aujourd'hui, et voir comment se déroule notre économie à l'heure d'aujourd'hui. Ensuite, nous avons également étudié l'évolution des modes de consommation, notamment avec l'apparition du cross-canal et du multicanal. Donc cela étant
notamment due à l'apparition des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui vont composer la deuxième partie de notre revue de littérature. Donc bien évidemment, il nous a semblé nécessaire de redéfinir ce qui étaient les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ensuite, nous avons étudié leur émergence. Donc forcément, les technologies de l'information et de la communication, il y a des années, ça pouvait être catégorisé comme étant l'écriture, l'imprimerie, mais aujourd'hui, depuis les années 1980 et l'apparition d'Internet, les technologies de l'information et de la communication s'apparentent essentiellement à la digitalisation. Il nous a semblé également nécessaire d'étudier les différents avantages et inconvénients des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, au niveau des différents avantages, on a pu voir que ça facilitait par exemple la vie des ménages. Et pour les entreprises, on a vu qu'il y avait certes un gain de performance et de productivité, mais on a également vu des inconvénients. Donc, par exemple, que les nouvelles technologies de l'information et de la communication provoquaient une rupture sociale et numérique entre nos générations au sein même de notre société, et que cela demandait une certaine formation, une certaine adaptation des collaborateurs dans les entreprises. Et c'est pour ça que nous allons voir aujourd'hui l'évolution des PME dans la société d'aujourd'hui. Donc comme je le disais tout à l'heure, il nous a semblé judicieux d'étudier les enjeux de la transformation digitale afin de voir donc qu'on pouvait gagner en performance et en productivité grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. On a également vu qu'il était indispensable de ne pas uniquement les impliquer dans le marketing et le commercial de son entreprise, mais que pour être le plus performant possible, il faut les intégrer à l'ensemble des services de l'entreprise, notamment dans le service financier, production, etc., etc., afin de déceler un véritable avantage concurrentiel et donc de pérenniser son entreprise dans une société où l'économie est aujourd'hui instable. On a également étudié les freins de cette digitalisation pour les PME. Donc bien entendu, le dirigeant d'une PME ne possède pas de directeur commercial, ne possède pas de directeur marketing, etc., etc. C'est donc lui qui est sur tous les fronts. Il n'a donc pas la digitalisation de son entreprise comme ligne de mire et comme préoccupation première. Cependant, à l'heure actuelle, seulement un tiers des entreprises, des dirigeants de PME françaises, considèrent que s'ils ne passent pas à la digitalisation, leur entreprise fera faillite. Et aujourd'hui, il est essentiel pour les entreprises de passer au digital pour gagner en performance par rapport à ses concurrentes nationales, mais également mondiales, car aujourd'hui, on est dans une économie mondiale. Donc, les différents freins que peuvent rencontrer ces PME vont être des moyens, bien entendu, de temps, d'argent, mais également un manque de compétences. Il est nécessaire de se former. On parlait tout à l'heure de rupture sociale et numérique. Et pour cela, il nous semble essentiel donc de soutenir ces PME pour qu'elles se digitalisent et que notre économie française reste des plus performantes dans une économie aujourd'hui qui est mondialisée. Donc nous arrivons à la conclusion suivante qui est comment soutenir la digitalisation des PME françaises à la recherche de compétitivité dans un environnement ultra concurrentiel. Nous tenterons de répondre à cette problématique lors de notre thèse professionnelle de Bac+5. Donc il nous semble évident qu'une étude terrain sera réalisée pour rendre un travail le plus précis possible. Il faut également interviewer des spécialistes du domaine de la digitalisation des PME et on peut également se baser sur les actions qui ont été faites dans les différents pays européens où les pays sont beaucoup plus avancés digitalement parlant que par rapport à la France. Je terminerai cette présentation par une citation de Peter Drucker que j'aime beaucoup. Chaque fois que vous voyez une entreprise qui réussit, dites-vous que c'est parce qu'un jour, quelqu'un a pris une décision courageuse. Et il est certes évident qu'aujourd'hui, la digitalisation est une décision importante, mais celle-ci nécessite d'être prise. Merci pour votre attention.